Bonjour, bienvenue pour ces quelques minutes de réflexion et peut-être de découverte sur un livre. Je vous propose une fois par mois. Et le livre que j'ai choisi aujourd'hui est un livre d'un philosophe qui s'appelle Cédric Lagandré et qui s'intitule La société intégrale, qui a été édité chez Climat, édition Climat. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler de ce livre-là? Parce c'est un livre intéressant, parce qu'il nous amène à une réflexion sur la société dans laquelle nous vivons. Et il ne me paraît pas inintéressant dans la proposition qu'il nous fait, qui consiste à comparer ce qu'il appelle comparer les finalités de ce qu'il appelle la société de contrôle, qui serait la société dans laquelle nous sommes et nous vivons, et le totalitarisme et particulièrement le nazisme. Alors évidemment, les horreurs du nazisme sont pas comparables, et j'espère incomparables, mais il ne s'agit pas d'analyser ça, il s'agit d'analyser surtout la structure sociale, les structures sociales qui ont permis au national-socialisme de se développer. Et il fait des parallèles avec la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors évidemment, je vous l'accorde, c'est assez radical, mais il n'est pas inintéressant de regarder comment des sociétés qui annulent la liberté des individus de plus en plus, comme c'était le cas dans l'Allemagne à partir de 1933, et regarder quels étaient ces processus qui permettaient cela, et regarder si ces processus-là n'existent pas toujours. Ça serait dommage de se priver d'une histoire, parce qu'on ne pourra pas en retenir les leçons. Donc la finalité pour lui d'une société comme le totalitarisme et de notre société est la même, c'est-à-dire c'est de produire une société intégrale, c'est-à-dire une société sans sujet, sans conflit, sans diversité. En d'autres termes, la première chose qu'il dit, une des choses qu'il dit, c'est que la politique se fait sans les hommes. C'est une politique de gestionnaire, technicisée, et que ça se fait sans les hommes. Donc, pour le dire autrement, l'histoire n'a plus besoin d'hommes. Alors il avance plusieurs arguments, je ne vais pas tous évidemment vous les citer ici parce que ça vous empêcherait de lire le livre, et puis je pourrais après tout être dans le faux par rapport à ce que je vais vous dire, parce que j'ai une propre subjectivité, donc vous imaginez que forcément ce qu'il dit là, je peux l'avoir interprété, donc je vous confie quelques réflexions de mon point de vue que j'ai lu dans ce livre, et pas toutes. Le premier argument qu'il donne, c'est qu'on supprime l'histoire. Alors je parle de l'histoire de notre passé par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le présent n'advient et il n'est issu de rien d'autre que du fait qu'il advienne. Donc, il n'a pas d'origine historique, il ne s'inscrit pas dans une continuité, pour le dire autrement. Et quand on supprime l'histoire aux hommes, et quand nous-mêmes n'avons plus d'histoire, collective ou individuelle, mais collective en l'occurrence, eh bien, on ne considère le présent que comme le présent. En d'autres termes, notre champ de réflexion est limité à ce qui arrive. Et donc, comme nous n'avons pas de recul pour comprendre ce qui nous arrive, au moins le recul historique, il en faudrait sûrement d'autres, mais au moins ce recul-là, alors nous sommes objets de ce qui nous arrive. Parce que incapables d'expliquer ce qui nous arrive. Donc là, si vous voulez, la perte de la continuité d'une histoire fait que le présent est cruellement présent et qu'il n'a aucune autre explication que d'être un présent. Et qu'il faudra l'affronter avec ce champ de compréhension-là, c'est-à-dire mal l'affronter évidemment. La deuxième argument qu'il propose pour nous indiquer que nous vivons dans une société de contrôle, c'est la société qu'il appelle sans crime. Alors, il part du postulat suivant, la loi est imparfaite, elle est faite en général pour prévenir le délit et le punir s'il a été commis, mais l'homme est à ce point imprévisible dans ses comportements qu'une loi ne peut pas prévoir cette imprévisibilité-là. Or, la justice de la société intégrale, de contrôle, pour reprendre une expression qu'il a déjà utilisée, Cédric Lagandré, la justice d'une société intégrale ou de contrôle est de rendre le crime impossible, le délit impossible. Un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, le réalisateur m'échappe, qui s'appelait Minority Report.
c'est-à-dire essayer de rendre le crime impossible avant qu'il se commette. Et donc, pour cela, comme dans Minority Report, il faut essayer de repérer les dangerosités potentielles des individus. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'ancien président de la République en France, M. Nicolas Sarkozy, avait déjà imaginé qu'on puisse repérer des futurs délinquants chez les jeunes très tôt, disait-il, pour éviter leur dangerosité. Et la loi de Mme Dati, qui était alors ministre de la Justice, qui s'intitulait, je crois, la loi rétention de sûreté, qui prévoyait que quand un criminel avait fait son temps, eh bien, il n'était pas sûr de sortir parce qu'il fallait éventuellement analyser la dangerosité de ce monsieur ou de cette dame et de ne pas le laisser sortir en fonction d'une commission, alors je ne sais pas de quoi est composée cette commission, qui rendait son avis. Ça veut dire qu'on est exactement dans ce que Minority Report montre, c'est-à-dire qu'on suppose la dangerosité de quelqu'un. Et donc, la loi, aujourd'hui, ne lutte pas contre le crime, elle veut le rendre impossible. Il y a une autre loi qui a été votée très récemment par le Parlement sur le terrorisme sur Internet et qui fait qu'on donne des autorisations pour aller regarder, observer sur Internet toutes les possibilités qu'il y aurait d'individus qui pourraient potentiellement devenir des terroristes. Donc vous voyez que ça, c'est très curieux parce que ça veut dire que on se dirige vers quelque chose qui serait de façon extrême, mais il ne faut jamais sous-estimer les capacités d'extrémité d'une société. C'est-à-dire que tout signe d'inadaptabilité sociale serait suspect. Tout signe de marginalité serait suspect. J'ai un souvenir d'une arrestation qui avait été faite à Tarnac, je crois, par 350 policiers qui ont envahi la nuit un village et fait 7 ou 8 prisonniers accusés d'anarchistes, d'avoir, je crois, saboté le TGV, etc., avec un dossier vide. Mais c'était de la prévention, puisque Mme Alliot-Marie, à l'époque, disait, qui était la ministre de l'Intérieur, je crois, disait à l'époque qu'ils étaient suspects, ils n'avaient pas de téléphone portable, voilà, ils vivaient ensemble, etc. Vous voyez, donc, on est dans ce genre de choses-là. On ne peut pas dire que, effectivement, avec ce genre de disposition, la société ne soit pas une société de contrôle. Et puis alors, ça a une deuxième. Ça veut dire que si on détecte potentiellement une dangerosité chez les individus, ça les rend essentiels. Alors je veux dire essentiels au sens que, par exemple, les honnêtes gens sont essentiellement honnêtes gens, par essence sont des honnêtes gens, et on ne peut pas les soupçonner. Tous les autres sont essentiellement dangereux, et il faudrait les soupçonner. Vous voyez, bien entendu, le danger de cette proposition, enfin de ce mouvement. Il y a un troisième argument que j'ai appelé, dans ce qu'il avait développé dans son livre, que j'ai appelé l'infantilisation. Je trouve intéressant, tel qu'il le décrit et tel qu'on pourrait le constater les uns et les autres, comment nous sommes infantilisés et comment finalement on nous sommes, entre guillemets, d'arrêter de grandir. Il suffit de regarder, par exemple, vous prenez la voiture, vous allez sur l'autoroute, et les messages que vous savez sur les panneaux lumineux sont quand même affligeants. Les messages qui sont sur notre santé par rapport au tabac, par rapport à l'alcool, par rapport à des fruits et des légumes qu'il faudrait manger sont infantilisants. C'est-à-dire que la société de ce point de vue est très maternisante. Elle nous considère comme de petits enfants qui n'ont même pas accès au seuil de l'adolescence et qu'il faudrait élever. Et pour les élever, il faut des messages simples et des messages infantilisants et répétés. Donc je trouve que cette idée-là est intéressante, je vous en ai juge. Et puis il y a une autre caractéristique que développe Cédric Lagandré dans son livre, c'est ce qu'il a appelé la généralisation du tutoiement. Et j'avoue que j'ai été très intéressé par cet aspect. Effectivement, les bandes, entre guillemets, les gens aujourd'hui se tutoient de plus en plus. Il suffit de regarder la télévision, peu échappe au tutoiement, tout le monde s'embrasse et tout le monde se connaît. Dans les jeunes générations, dit-on, on se tutoie, et j'ai constaté aussi qu'on se tutoyait un peu partout, finalement, dans l'entreprise, etc. Alors, ça paraît extrêmement sympathique, le tutoiement. Il
il rappelle Lingandré que le tutoiement avait été obligatoire pendant la deuxième terreur révolutionnaire. Et rappelez-vous aussi que je crois en partie, dans l'Union soviétique naissante, le camarade virgule tu était de bon ton, comme le citoyen virgule tu était de bon ton. Ce que nous dit Lingandré, c'est que le tutoiement, ça réduit l'espace individuel au profit d'un espace communautaire. En d'autres termes, ça annule la possibilité d'être un individu, puisque le tutoiement rapproche immédiatement, et l'espace qui nous était dédié comme étant un espace lié à un individu, est un espace qui disparaît au profit d'une communauté. Donc, pour aller plus loin, si cet espace diminue, alors la pluralité diminue, alors l'altérité s'annule. Donc je trouve que ça mérite une petite réflexion, ce tutoiement. Et non pas pour des raisons de politesse ou de courtoisie, même si ça ne peut pas faire de mal quelquefois. Et puis je voudrais vous donner une autre argumentation de Cédric Lagandré. Il parle de l'événement, en fait, qui serait annulé par la statistique. Alors c'est très intéressant aussi. Pourquoi ? Parce que la statistique, comme le tutoiement ignore l'altérité, la statistique ignore le négligeable, la singularité, l'exception, la marge, en d'autres termes. Et d'ailleurs, quand vous regardez une statistique, vous avez l'impression que ça représente quelque chose, mais ça représente rien de singulier, rien d'exceptionnel, rien de marginal, et ça représente des moyennes, et des moyennes sont faites d'extrêmes, évidemment. Donc, et par rapport à ces moyennes, les événements ne peuvent être que négligeables. Donner un exemple, vous parlez par exemple de, je sais pas, de la mortalité dans tel ou tel département au regard de la population médicale, etc. etc. Eh bien, la mort est un événement statistique. Elle n'est plus intégrée que comme un événement statistique, et à la marge, c'est-à-dire que les courbes globalement aussi, entre ceux qui meurent le moins parce qu'une population médicale serait plus importante, comme dans le sud par ici, ou dans le sud-est, et puis alors vous aurez des écarts, mais des écarts statistiques. Pour ce qui concerne cet exemple, la mort n'arrive pas en fait. La société est immortelle, elle continue, puisque ça bouge à la marge, mais la mort n'arrive pas. Et d'une façon plus générale, si on prend cet exemple, il n'arrive rien dans ce monde, sinon quelques oscillations de camembert, de courbes, ou de schémas statistiques, ou de graphiques statistiques, qui ne représentent rien. Parce que la question n'est jamais posée, à qui ces choses arrivent-elles ? À qui ces choses arrivent-elles ? Voilà un argument de Cédric Lagandré pour montrer comment la société est sous contrôle, c'est-à-dire qu'en fait, il ne lui arrive plus rien, elle n'a plus d'histoire, pour revenir à notre propos du début. Et puis, la question que moi je me suis posée à la lecture de ce livre, est la question suivante, est-ce que c'est la fin de l'individu ? Est-ce la fin de l'individu ? Et j'ai trouvé quelques éléments de réponse de réflexion, pas de réponse, chez Cédric Lagandré, qui rappelle qu'un processus d'individuation, c'est un processus qui nécessite le désir, le langage et le temps. Et il me semble que ces espaces sont saturés aujourd'hui. Le désir par la saturation des désirs marchands, le langage par son appauvrissement grammatical et syntaxique, et donc il ne peut plus exprimer ce que le monde que nous voyons et ce que nous fait le monde. Et le temps, je ne vous ferai pas un dessin là-dessus, je pense que vous êtes, vous comme moi, de plus en plus pris par le temps, mais pris par autre chose que le temps, me semble-t-il, des occupations diverses et variées qui font qu'on ne sait plus très bien s'il y a un temps de travail, un temps de repos, un temps pour l'amour, un temps pour la famille, un temps pour voilà, on ne sait plus très bien, tout ça est très mélangé, et ce temps-là fait qu'il est mangé et que le temps nous tuera puisque nous ne le tuerons pas. Voilà, donc conseil, c'est une réflexion très intéressante. Il ne s'agit pas de devenir complètement paranoïaque après la lecture de ce livre-là, mais il s'agit d'être assez clairvoyant sur ce qui arrive et d'en penser quelque chose, en tous les cas. Et chacun d'entre vous, après la lecture de ce livre, j'espère, en pensera quelque chose. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Au prochain mois pour un prochain livre. Au revoir.